Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Je pense que l'écologie punitive, ça sera l'écologie de demain si on ne fait pas l'écologie aujourd'hui. L'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard, et j'ai pris pour habitude de dire, mais c'est vrai. Donc je dis, si vous ne voulez pas d'écologie punitive, si vous ne voulez pas demain des mesures drastiques, il faut aujourd'hui accepter de modifier un peu votre train-train, votre confort de vie. Modifier son confort de vie, apporter plus de sobriété avant l'austérité. Pour ce nouvel épisode du Pompon, je suis ravi de recevoir Pierre Urmic, maire de Bordeaux depuis 2020. Avocat de formation, entré en politique en 1990 et après 25 années dans l'opposition à la mairie de Bordeaux, Pierre Urmic me partage son parcours, ses passions, ses combats. Lui qui multiplie les petits pas pour en faire un grand, essaye de changer Bordeaux pour que les habitants s'y sentent heureux. On parle de ses années comme avocat, de ses premiers pas en politique, de Bordeaux et ses habitants, de la posture de maire, de liberté et d'écologie, évidemment. C'est la première fois que Pierre Urmic se prête au jeu du podcast, alors je suis d'autant plus ravi que ce soit sur Le Pompon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau, ici à la mairie de Bordeaux. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Donc je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre Urmic. Je suis maire de Bordeaux. Je suis pas bordelais d'origine, je suis originaire du Pays Basque, de Saint-Palais, et j'ai coutume à dire, parce que je suis devenu quand même premier magistrat de cette ville, donc je me suis quand même beaucoup impliqué dans la vie bordelaise et dans la vie politique bordelaise, mais j'ai pour coutume de dire, je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours. Et j'y tiens beaucoup, je pense que voilà, on peut être bordelais et avoir des racines très, très fortes et très affirmées. Ouais. Donc je suis venu à Bordeaux un peu par hasard pour faire mes études, parce que mes parents, tout bas ce qu'ils étaient, ils souhaitaient pas que j'aille faire des études à Pau, au Béarn. Ils m'ont envoyé à Bordeaux. Je ne peux que les en remercier, les féliciter pour ce choix judicieux. Donc je suis arrivé à Bordeaux, je ne connaissais pas grand monde. J'ai fait mes études de droit, en même temps j'ai fait des études de sciences politiques. Et en même temps, j'ai gagné ma vie en travaillant comme journaliste dans un journal, un hebdomadaire, qui s'appelait La Vie de Bordeaux. Et si je vous dis ça, c'est passé très important dans mon engagement politique, parce que c'était à cette occasion-là que j'ai découvert la ville de Bordeaux. Mes premières années, je ne fréquentais que la communauté basque de Bordeaux. Nous étions tous quand même, il y a quand même ce lien qui était là. Pardon ? Il y avait quand même ce lien qui était là, ce lien qui restait présent. Une attitude assez communautariste. Il y avait un bar qui était fréquenté par les Basques de Bordeaux qui s'appelait Le Girondin, place de la Victoire, cours de la Somme. Ouais. Et voilà, donc j'étais, y compris le week-end, je suis souvent là. J'étais, ma deuxième maison, c'était le Girondin avec la communauté basque de Bordeaux. Donc il a fallu cette occasion d'écrire dans ce journal La Vie de Bordeaux pour que je sorte de la place de la Victoire et que je découvre que Bordeaux était une grande et belle ville. Et les Bordelais, des gens très passionnants, intéressants. Ouais. Et c'est là que m'est venue, je crois, la passion de la ville, pas de la politique, mais de la ville. Pas encore, ça marche. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? Avocat. Avocat, tout de suite ? Oui, toujours. Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais. Parce que ce métier me fascinait. Ouais. J'étais pas du tout d'un milieu juriste, du tout, j'en connaissais pas. Et voilà, ça me plaisait bien, l'idée de défendre me plaisait bien. Voilà, le mot défendre était d'ailleurs un mot intéressant. J'aime bien la sémantique des mots, parce que le mot défendre, ça veut dire à la fois interdire et ça veut dire aussi prendre soin. Et c'est un avocat, c'est quelqu'un qui prend soin. Et voilà, donc le mot défendre m'a toujours beaucoup parlé dans le bon sens du thème. Et voilà, depuis tout petit.
Depuis tout petit, ce métier me fascine. La justice me fascinait aussi, m'intimidait. Je me souviens quand j'étais interne à Bayonne, il m'est arrivé jeudi après-midi de mettre un pied dans le palais de justice de Bayonne, qui était à l'époque rue d'Espagne, mais j'étais très, très intimidé. Et donc quand on est intimidé, on a envie d'aller au-delà. Donc j'étais passionné par la justice, et notamment pour le métier d'avocat. Ouais, parce que justement, avant d'arriver à Bordeaux, vous avez été à Bayonne, collège et lycée, en pension, c'est Oui, ça? pension complète. J'ai lu que c'était entre le monastère et la caserne. Oui, vous avez bonne lecture. C'est un vrai traumatisme. Et j'ai souvent pour habitude de dire on ne guérit jamais de son enfance. Ouais. Et ça a été un vrai traumatisme. Précisément parce que pour moi, c'était d'abord la privation de liberté. J'étais dans un petit village où on faisait ce qu'on voulait. Et arrivé à Antenne, c'était l'apprentissage de la coercition. Et voilà. Donc j'ai vécu ça, oui, un peu comme une incarcération, entre la caserne et effectivement le monastère. Et le monastère, voilà, c'était un malheureux compromis entre les deux. Ouais. Donc de très mauvaises années. Et après le lycée, ça a été mieux, heureusement. Ouais. Et après l'arrivée à Bordeaux, c'était vraiment l'apprentissage de la liberté. Ça a été formidable. Justement à Bordeaux, vous l'avez dit, à partir de 1973, pour faire des études de droit et de sciences politiques. Tout de suite, quand vous êtes sorti du lycée, vous vous êtes dit cette partie avocat, c'est vraiment ça que je vais faire, donc je vais directement vers les études. Il n'y a pas eu d'hésitation? Non. Droit, c'était... Plus on procède par élimination. J'étais littéraire. Oui. J'étais nul en maths, donc en sciences. Et donc voilà, j'ai fait un bac littéraire. Ouais. Voilà, le droit. Mais je le faisais en sachant très bien que, voilà, en choisissant la filière littéraire, cela me préparait bien aux études de droit. Donc tout ça a été organisé, structuré, pensé. Et voilà, et donc je me suis inscrit en première année de droit. C'était très très bordelais, la fac de droit de Bordeaux. Et quand je suis arrivé, c'était... ça changeait de Bayonne et du Pays Basque. Oui, ça changeait de Bayonne et du Pays Basque. Et donc, mais bon, faculté d'adaptation, je m'y suis assez vite habitué. Ouais. Et sciences politiques, alors pourquoi aller aussi dans les sciences politiques en plus du droit? Alors peut-être, j'avais deux passions, étant enfant, je n'avais pas ma passion pour le métier d'avocat, mais aussi j'étais déjà très intéressé par la politique. Ouais. Très jeune, je lisais Le Monde, je me souviens, à 12-13 ans, j'achetais Le Monde. Mes parents trouvaient ça un peu curieux, mais je ne comprenais pas tout. Je ne lisais pas tout non plus. Mais voilà, déjà, la politique m'intéressait, peut-être par réaction vis-à-vis de mes parents et de mon père qui l'a détesté. Et donc, je m'y suis intéressé très très tôt. Ouais. Et je m'étais fait un pari. Je me dis, même enfant, même jeune, je pense que j'étais plutôt raisonnable sans doute. Je me dis, j'aime beaucoup la politique, je ferai de la politique, mais je ferai de la politique le jour où j'aurai acquis une indépendance professionnelle et économique. En me disant, moi je suis un esprit, je crois, assez indépendant et libre. Je ne serai jamais un mercenaire de la politique, je ne serai jamais le vassal d'un parti politique, quel qu'il soit. Et je veux d'abord acquérir un vrai métier, et le jour où je me serai installé, où j'aurai une activité professionnelle un peu prospère, à ce moment-là, je franchirai le pas. Donc j'ai été très patient, puis j'ai attendu la quarantaine pour m'engager en politique en disant, ça y est, mon cabinet avocat, il peut se permettre du fait que je ne serai pas à plein temps. Et voilà, donc j'ai attendu ce moment-là pour m'engager en politique. Et justement, avant de partir sur le cabinet d'avocat et sur la politique, vous avez eu notamment comme professeur Jacques Ellul. Oui. Et vous avez dit de lui, c'était un écologiste convaincu, mais il nous déconseillait vraiment de faire de la politique. Bien entendu, je n'ai pas suivi son conseil. J'ai considéré que la meilleure façon de résister, c'était de faire de la politique. Oui, parce qu'il disait en même temps, effectivement, il nous déconseillait de faire de la politique politicienne. Oui. Lui-même avait été élu de la ville de Bordeaux à la Libération, pas très longtemps. Et ça l'avait un peu carrément, dégoûté de la politique en disant le pouvoir n'est pas entre les mains de la politique, il n'y a que qui le croit. Il disait déjà à cette époque-là, le pouvoir est entre les mains de la technostructure. Et voilà, les politiques n'ont qu'une influence très mesurée sur le cours des choses. Donc il nous déconseillait de faire de la politique. Et en même temps, il nous disait, l'une de ses phrases qu'il revenait souvent, c'est « exister, c'est résister ». Et je me disais, la meilleure façon de résister, c'est de faire de la politique. Ouais. Donc voilà, d'autant plus que ça m'intéressait déjà. Donc je me définis un peu comme un disciple de Jacques Ellul, mais un disciple indiscipliné. Je n'ai pas suivi
tous ces conseils. Mais vous savez, lui-même, il était protestant. Il avait des responsabilités dans l'Église réformée de France, Jacques Ellul, et on disait de lui, il est protestant chez les protestants. Alors moi, je me sens aussi parfois un peu protestant chez les protestants, c'est-à-dire très ellulien. Et j'ai un portrait d'ailleurs, là, vous voyez, dans mon bureau, c'est un portrait de Jacques Ellul que m'a offert son petit-fils en disant, vous parlez souvent de mon grand-père, mais je vais vous offrir ce portrait. Chouette. Et voilà, et donc j'ai un portrait tous les matins en arrivant dans ce bureau. Ouais. Je tombe sur le visage sage de Jacques Ellul et ça m'apporte beaucoup. Et justement, en 79 et début des années 80, c'était un écologiste convaincu. C'était il y a 40-45 ans, on pouvait déjà être écologiste convaincu. Oui. Le sujet était déjà, alors pas autant présent qu'aujourd'hui évidemment. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Mais ça m'a d'abord, écologiste de longue date. J'étais à une époque où l'écologie n'était pas très représentée sur le terrain politique. Il y avait des intellectuels, bien sûr, comme Jacques Ellul, André Gorz, Ivan Illich, il y a d'autres, mais sur le terrain politique, il a fallu attendre 1974 pour la première fois un écologiste se présente à l'élection présidentielle. C'était René... je ne vais pas pouvoir vous aider malheureusement. Voilà, donc René Dumont, pardon, René pas Dumont, bien de pas retenir son nom. Donc René Dumont qui s'est présenté pour la première fois, donc c'est là où on a commencé à parler de l'écologie politique. Mais bon, l'écologie n'était pas du tout installée dans le paysage politique. Et moi, ça m'avait intéressé, ça me donnait le goût de l'engagement, en disant c'est un vrai challenge, il ne faut pas déserter. Et donc, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait faire de la politique et qu'il fallait faire de la politique en tant qu'écologiste. Ouais. Et justement, avant d'arriver à la politique, puisque c'est plutôt dans le début des années 90 que vous commencez à vous y intéresser. Donc, avant ça, vous ouvrez votre cabinet d'avocat en 84. Donc, vous exercez à plein temps ce métier d'avocat. Qu'est-ce que... Alors, j'étais également... J'ai toujours été quelqu'un, vous voyez, dans le... j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Au lycée, j'étais engagé dans des tas d'associations et activités. Quand j'étais avocat, très vite, je me suis engagé aussi comme avocat syndicaliste. J'ai eu des responsabilités locales et nationales au syndicat des avocats de France, le SAF. Donc très rapidement, j'ai conjugué mon métier d'avocat avec des responsabilités syndicales. Ouais. Et aussi, alors, en parallèle à l'engagement associatif, Action contre la faim et Transcup, c'est ça déjà à ce moment-là voilà, aussi. des tas d'engagement. Action contre la faim, je me suis beaucoup investi dans cette association. Et voilà, je crois avoir toujours été quelqu'un d'engagé. Sur la partie avocat, j'avais reçu Christine Maz sur ce même podcast, donc qui est bâtonnière du barreau de Bordeaux. Qu'est-ce que là aussi ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris avec ce métier-là, encore une fois, juste un petit peu avant d'entrer en politique? Et dans les sujets dont on avait évoqué pour le coup avec Christine et que je trouvais intéressant, c'est cette place de la justice dans la cité avec un grand C et de l'avocat. Juste parler un petit peu de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années d'avocat? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous avez défendu, on va pas faire l'état de tout ce que vous avez défendu, mais avec conviction à chaque fois, j'imagine. Sur ce métier d'avocat, avant d'aller sur la politique. Ça m'a amené une ouverture, ça m'a fait découvrir des mondes que je ne connaissais pas et des gens que je n'aurais pas forcément côtoyés. Notamment, j'ai souvent plaidé aux assises quand j'étais jeune avocat, et ça m'a fait connaître une partie de l'humanité que je ne connaissais pas. Ça m'a appris, vous savez, un avocat pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui s'appelle Henri Leclerc, dit l'avocat, il ne défend jamais des barbares, il défend des frères d'humanité. Et donc ça m'a fait découvrir des frères d'humanité. Et je trouve que c'est une très belle école de la vie. On voit, vous savez, j'ai eu la chance de connaître Éric Roux, qui a été l'avocat de Douche. Alors Douche, ça vous parle peut-être pas. Douche, c'était l'un des Khmers rouges, l'un des tortionnaires du régime des Khmers rouges. Et donc il a défendu, on va dire, l'indéfendable. Il avait à son passif des milliers de Cambodgiens torturés, exécutés dans des conditions d'une brutalité, d'une barbarie inouïe. Et il a eu cette phrase que je trouve admirable. Il a dit derrière le bourreau, j'ai vu l'homme, et cet homme, c'était moi-même. Et je trouve que c'est des mots très durs. Mais quand vous êtes avocat, vous apprenez à vous mettre à la place de celui que vous défendez. Et si vous n'y arrivez pas, à mon avis, vous n'êtes pas un bon avocat. Donc il faut faire cet effort-là pour se dire, mais derrière
derrière le bourreau, derrière l'individu malfaisant que je défends, ben, c'est peut-être moi, c'est peut-être voilà, ce qu'Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Mais voilà, donc il faut que vous arriviez à vous mettre à la place de celui que vous défendez. C'est un exercice intellectuel difficile, mais passionnant. Et ça m'a intellectuellement et moralement beaucoup apporté. On arrive à s'en détacher une fois qu'on s'est mis dans le rôle de l'autre? Oui, on arrive à s'en détacher, mais d'abord c'est difficile d'y entrer. Mais oui, après vous arrivez, parce que quand vous êtes avocat, vous passez d'un sujet à l'autre. Oui. Pas comme en politique. Vous pouvez défendre quelqu'un, le lendemain, vous êtes saisi d'une autre cause, donc vous êtes obligé de faire le même effort intellectuel pour changer totalement de registre. Donc ça vous apprend une certaine souplesse intellectuelle aussi. Et tout ça est très, très enrichissant. Et je pense que ça mène à la politique, parce que la politique, c'est aussi défendre les autres. C'est, à mon avis, un bon politique, c'est d'abord un bon avocat, quelqu'un qui sait plaider pour porter la voix. Advocam, c'est porter la voix, celui qui sait porter la voix de ses concitoyens et se mettre à leur place. Donc je trouve que c'est une très bonne formation. Ouais. 1990, on l'a dit tout à l'heure, vos débuts en politique, et peut-être nous raconter aussi comment vous êtes entré en politique, pourquoi à ce moment-là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vouliez être bien installé avec votre métier d'avocat, mais nous dire pourquoi, à 40 ans, vous y allez. Alors, il y a eu un bon alignement des astres, parce que ça correspondait à l'époque où je disais, mon cabinet commençait à bien tourner, et puis j'ai eu un client qui s'appelait Noël Mamère, qui venait d'être élu maire de Bègle, il a été élu maire de Bègle en 1989, pour la première fois, et qui a eu des procès en diffamation assez sévères contre l'équipe municipale qu'il avait remplacée. C'était une équipe municipale communiste. Et il les a, on va le dire, maintenant avec le que je peux dire, il les a diffamés assez rapidement. Voilà. Et donc il m'a fait appel, il voulait un avocat, un pénaliste confirmé, ce que je n'étais pas à l'époque. Il était allé voir un grand pénaliste bordelais que j'admirais beaucoup, qui s'appelait Michel Touzé. Et Michel Touzé, il a dit, mais non, je suis désolé, je ne peux pas vous défendre parce que je plaide souvent pour le Parti communiste. Et donc il a dit, mais donnez-moi un nom. Mais il a dit, mais je connais un petit jeune contre qui j'ai plaidé la diffamation récemment, qui a l'air tignou, qui pourrait faire l'affaire. Donc il l'a envoyé chez moi. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu Noël Mamère comme client dans plusieurs affaires, notamment de diffamation. Et après, quand Noël Mamère a créé avec Brice Lalonde, Aron Tazieff et d'autres, quand Jean-Louis Borloo, il a créé Génération Écologie, il m'a dit, bon, écoute, j'ai bien vu que la politique, vous devez me voyer à l'époque, j'ai bien vu que la politique vous intéressait beaucoup, est-ce que ça vous dirait de faire partie des fondateurs de ce parti, de rédiger les statuts du parti? C'est pas facile. Donc voilà, j'ai été le juriste de corvée, mais je me suis engagé à ce moment-là en politique, et voilà, c'était une belle opportunité. Je remercie Noël Mamère de m'avoir fourni cette opportunité-là. Ouais. Et justement, le fait de le voir en diffamation, ça vous êtes pas dit, ça a l'air un milieu compliqué. Oui, compliqué certes, mais il faut y aller quand même. Voilà, c'est pas parce que le chemin est difficile qu'il faut y renoncer, loin de là. Ouais. Donc ça m'a intéressé très rapidement. Ouais. Alors en 92, vous êtes conseiller régional en Aquitaine. Ce sont vos premières élections? Oui. Ouais. Et après, j'ai envie d'aller sur. Donc, vous êtes président après du groupe écologiste au Conseil régional, réélu en 98, mais on va aller sur les municipales. Les premières municipales, c'est en 95, avec Bordeaux grandeur nature. Pourquoi aller au municipal? Pourquoi vous présenter? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Parce que j'avais envie d'être maire de Bordeaux, déjà. J'avais envie, en tout cas, c'était déjà l'ambition, de participer. Ouais. Alors, je ne savais pas que je serais maire de Bordeaux, ça serait très, très présomptueux de le dire, et je ne le pensais pas en plus à l'époque, mais je me dis, j'aime cette ville, j'ai envie de faire la politique, donc je vais me présenter aux élections municipales. Je me suis présenté avec une étiquette associative, je n'étais pas avec d'autres, on avait fait un triumvirat à l'époque, et donc moi j'étais avec bonne étiquette Bordeaux Grandeur Nature, qui est une association politique que j'avais fondée. Et voilà, on a fait plutôt un bon score, mais on a été dans l'opposition. Et pour moi, la cure d'opposition a duré 25 ans. Ouais. Voilà, donc ça a été une longue période. Et je vois beaucoup de ceux qui s'étaient présentés avec moi en 95, se sont découragés au fil des années. J'ai voulu rester. Et j'essaie de comprendre pourquoi. En 98, vous rejoignez les Verts? Oui. Pourquoi rejoindre cette fois-ci un parti politique? Parce que, alors, je l'ai fait, c'était difficile.
parce que je n'étais pas très... Alors, mon expérience, pour tout vous dire, mon expérience Génération Écologie, c'était mal terminé, parce que j'avais fini par être, comme je n'étais plus du tout d'accord avec la ligne politique de ce parti qu'incarnait Brice Lalonde, j'ai fini par être viré. Voilà, ils m'ont viré, mais ils n'ont pas été très malins parce qu'ils m'ont viré en appliquant, on est dans un état de droit, donc il faut trouver des raisons, donc ils ont appliqué des articles des statuts du parti, et ça tombait bien, les statuts c'est moi qui les avais rédigés et ils les avaient mal lus, donc ils n'ont pas fait une bonne application. Donc pour l'honneur, j'ai fait un procès devant le tribunal d'instance de Paris, j'ai fait un procès pour contester mon éviction, et une fois que j'ai gagné le procès, et j'ai fait annuler mon éviction, à ce moment-là j'ai démissionné. Mais je voulais que l'initiative me revienne et qu'elle ne leur revienne pas à eux. Donc j'ai repris ma liberté. Mais c'était aussi une façon, je suis, pour ça que j'ai adhéré au Vert plus tard, mais je suis tellement attaché à mon indépendance que j'avais du mal à franchir le pas d'une adhésion politique. Jacques Ellul, dont je vous parlais tout à l'heure, à qui je dois beaucoup, disait, il était très méfiant, on l'a dit, vis-à-vis de la politique, mais surtout vis-à-vis des partis politiques. Et il disait, un homme de parti est une partie d'hommes. Je trouve que c'est une très belle phrase. Et voilà, j'ai toujours considéré que j'étais trop entier pour être seulement une partie d'hommes. Donc voilà, j'ai eu du mal à adhérer à un parti politique, mais incontestablement, j'ai vu que dans ma carrière, enfin ma carrière débutante, si je voulais aller plus loin, il fallait adhérer à un parti politique. Et de loin, les Verts étaient celui avec lequel j'avais bien sûr le plus d'affinité, heureusement. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai adhéré aux Verts assez tard. Ouais. Alors ça va être compliqué de faire les 25 ans d'opposition, mais donc quand même vous êtes élu en 95, enfin élu non pas à la mairie mais en tout cas vous êtes dans l'opposition en 95, en 2001, en 2006 et en 2008, il y a eu un petit couac au niveau des élections, en 2014 aussi, avec à peu près en moyenne, on était entre 9 et 15% sur les grandes années. Pourquoi à chaque fois vous représentez, sachant qu'à chaque fois vous avez gardé votre métier d'avocat à côté, en plus d'être dans l'opposition. Pourquoi être resté dans l'opposition? À quel point c'était important pour vous, en 25 ans, de rester dans cette opposition à Bordeaux? J'étais déterminé, que je ne voulais pas lâcher, en me disant un jour il y aura une bonne conjonction des planètes. Un bon alignement des planètes, et donc il faut s'accrocher. J'ai toujours pensé que c'était... Vous savez, je suis un coureur de fond. Je ne suis pas un sprinter, je suis un coureur de fond. Et en politique, j'ai pensé aussi qu'il faut être coureur de fond, c'est-à-dire avoir du souffle et être patient. Moi, j'ai pensé que c'était un combat à long terme. En plus, à l'inverse de beaucoup, je ne vivais pas de la politique. Donc j'avais mon métier, présenter une élection, je la perdais. Tous les soirs d'élections perdues, je disais les soirs de défaite sont des veilles de victoire. Ça, il y a eu beaucoup comme les journalistes n'ont aucune mémoire, ils m'ont jamais dit, mais vous nous avez déjà dit ça la dernière fois. Jamais aucun ne s'en souvenait. Donc les soirs de défaite sont des veilles de victoire, mais jusqu'au moment où ça a été vrai. Mais je le pensais sincèrement. Moi, je me remettais à cheval dès la chute. J'ai commencé ma campagne électorale le lendemain de la défaite. Donc voilà, j'étais en campagne électorale permanente pendant 25 ans. Je me disais, à un moment donné, j'espère que cette campagne électorale permanente va finir par porter ses fruits. Voilà, c'est comme ça que... Mais il faut être, certains disent têtu comme un basque, mais je préfère dire déterminé et patient. Ouais. Et mais vous êtes accroché à quoi? Alors là, c'est aussi pour les personnes qui nous écoutent. Parfois, quand on a... donc vous, ce que je ressens, c'est que vous étiez animé par ça et vous dire je vais y arriver. Dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui peuvent lancer des projets, qui ont des idées en tête, qui sont attachées à une passion et qui parfois au bout d'un moment se disent bon en fait c'est plus possible. Bon là vous 25 ans à vous dire que c'est possible. Qu'est-ce qui fait que vous avez tenu? C'est pas que le fait d'être basque quand même. Non. Le fait d'être optimiste, de penser que que j'y crois tellement, mes idées, que je me suis dit c'est pas possible que ces idées-là, elles finissent pas par gagner le terrain politique à Bordeaux. Je dis c'est pas possible. Donc je me dis il faut t'accrocher. Mais j'étais un optimiste convaincu. Voilà. Donc je pense que c'est l'optimisme et la confiance en la nature humaine. Je dirais les Bordelais vont finir par me faire confiance. Ils vont commencer à s'habituer à moi. Je suis dans le paysage politique. À un moment donné, ils vont me faire confiance et ils vont comprendre que l'écologie, c'est vraiment le combat d'une génération. Et c'est le combat nécessaire. Et voilà, donc j'étais assez optimiste. Sans être fanfaron, j'ai jamais pensé pendant la campagne électorale et je n'ai jamais dit à mes colistiers nous allons gagner. Je dis jamais. J'ai toujours dit on peut gagner,
Mais bon, il va falloir se battre. La porte est étroite, Hmm. il va falloir se battre. Et si on se bat bien, on va gagner. Et on s'est bien battu et on a gagné. Ouais. 25 ans face à un maire qui s'appelle Alain Juppé, avec une année avec Nicolas Florian. Comment on fait pour se réinventer dans l'opposition et justement, et en 25 ans, installer petit à petit ces idées d'écologistes convaincus? Comment on fait? On continue d'en parler, on trouve des différentes méthodes. Comment vous avez fait, vous, pour justement essayer d'installer cette notion d'écologie au sein d'une mairie, d'une grande ville? Il n'y avait pas de méthode, hein. Il y avait ni beaucoup de méthodes, ni beaucoup d'intuition, mais le fait de s'accrocher, de montrer que vous ne changiez pas d'idée, que vous étiez accroché à cette idée et que vous ne déviiez pas de votre cap. Et voilà, je pense que ça a fini par payer. Ouais. Mais voilà, le fait je pense avoir peu changé dans mes convictions durant ces 25 ans. Mhm. Je pense que ça finit par se voir. Les gens disent, bon, finalement, il a l'air honnête. il change pas d'idée comme on change de chemise. Donc, on va essayer. Ok. En juin 2019, vous lancez la liste Bordeaux pour le climat, l'écologie et les solidarités, soutenue par différents partis. Oui. Pourquoi lancer cette liste à ce moment-là et aller chercher le soutien aussi? Donc, il y a le PS, le Parti communiste français, Parti radical de gauche, Génération.s. Pourquoi regrouper toutes ces personnes-là? Est-ce que vous avez senti que c'était le moment? Oui. Et puis, je savais que pour y arriver, il fallait jouer collectif. Ouais. D'abord, j'ai toujours la conviction qu'on est plus intelligent à plusieurs et que la politique, c'est tout sauf une aventure personnelle. Donc, je savais très bien que pour gagner Bordeaux, il fallait vraiment jouer collectif. J'ai commencé par lancer ce que j'avais appelé à l'époque, en 2019, l'appel de Bordeaux, en déclinant un certain nombre de politiques et de valeurs, et en disant, écoutez, si vous vous retrouvez dans ces politiques, dans ces projets, dans ces valeurs, écoutez, venez rejoindre la dynamique municipale que je commence à mettre en place. Et ça a été un très, très, très gros succès. Et après, j'ai pensé qu'il fallait aussi avoir un éventail politique large. Le plus large possible. J'ai commencé par réunir la famille écologiste. Hein, tous les partis écologistes étaient. Il y avait Génération Écologie et d'autres partis. Donc j'ai réuni la famille écologiste. Et après, j'ai réuni aussi les partis que vous avez cités, le PS, le PC, les radicaux, Génération. Et voilà, un assez large éventail de partis politiques de gauche. Et aussi, la moitié de ma liste est composée de primo-arrivants politiques, de ce qu'on appelle la société civile. Et pour moi, c'était très important aussi d'amener à la politique des gens qui n'en avaient jamais fait et qui composaient la moitié de ma liste et qui aujourd'hui se retrouvent avec des responsabilités importantes et postes d'adjoints à l'intérieur de cette municipalité. Mais je trouve que Bordeaux avait besoin un peu de sang neuf, de sang renouvelé. Ouais. Et voilà, il fallait amener, moi je disais ma responsabilité aussi, c'était d'amener à la politique des gens, certains qu'il a fallu convaincre, un par un. On parlait tout à l'heure de Camille Choplin, mais Camille Choplin faisait partie de ces gens très engagés sur le terrain associatif, mais pour qui le terrain politique paraissait un peu effrayant. Il a vraiment fallu la convaincre et moi je n'ai qu'à me féliciter du fait qu'elle ait accepté d'abord d'être sur la liste et après de prendre des responsabilités importantes dans la municipalité. Bon, je crois savoir, mais je lui pose régulièrement la question, qu'elle-même ne regrette pas. Je crois aussi. Alors, je l'avais reçu dans l'entre-deux-tours, pour le coup, c'est l'épisode 16 du Pompon, donc vous n'étiez pas encore élu. Au premier tour, vous faites 34% des suffrages. C'est la première fois depuis 1947 à Bordeaux qu'il y a un second tour. Est-ce que quelques heures avant le premier tour, vous aviez déjà prévu votre discours de dire ce sera pour la prochaine fois? Non, quand j'ai vu le score du premier tour, je me suis dit, là, voilà, j'ai toujours pensé qu'il y avait une fenêtre de tir. Là, je me suis dit, oulala, alors je ne suis pas arrivé en tête. Premier tour, j'étais en seconde place. Mais, à peu de choses près, pour le coup, si je ne m'abuse. Pardon ? À peu de choses près ? Oui, à peu de choses près, mais j'étais seconde place. Bon, ça m'a légèrement contrarié, mais je me suis dit, il y a quand même une fenêtre de tir. Et puis, ce qui a joué aussi pour moi, c'est que les deux adversaires d'hier, les deux candidats de droite, Thomas Cazenave et Nicolas Florian, se sont réunis après avoir dit tout le mal qu'ils passaient l'un de l'autre pendant toute la campagne électorale. Ils se sont réunis pour affronter ce deuxième tour, donc liste unique de droite au deuxième tour, donc c'était
à la fois difficile, mais après, je pense que ça a finalement joué dans mon sens. Mais il y a eu ce que l'on appelait à Bordeaux comme ailleurs les coalitions anti-climat, des différents partis qui se sont unis pour dire vous n'allez quand même pas confier les rênes d'une ville à des écologistes, sous-entendu à des amateurs irresponsables. Donc faites-nous confiance, nous on est des vrais politiques aguerris, ne laissez surtout pas les clés de la ville à ces gens-là. Donc coalition anti-climat, et voilà, malgré ça, nous avons gagné. Comment vous faites justement, parce que c'était eux qui disaient ça, mais évidemment beaucoup d'autres, pour dire justement on ne va pas laisser les rênes à des écologistes. Vous, comment vous réagissez face à ça, à ce moment-là? Au début, vous le prenez mal. Ouais. Mais vous savez, c'est un peu le même procès qu'on faisait aux femmes en politique il y a 30 ans. Il y a des gens de 30 ans qui disaient vous n'allez quand même pas confier des responsabilités politiques à des femmes. Vous vous rendez compte, elles sont par nature incompétentes. Je me suis trouvé rajeuni. On a tenu vis-à-vis des écologistes le même discours. Vous n'allez pas laisser... Voilà, donc... je pense que ce discours-là jouait aussi contre ceux qui s'en sont fait les champions, et que ça a pu aussi nous aider dans la conquête du pouvoir. Le second tour, vous gagnez avec 46,5% des suffrages contre 44,1% pour Nicolas Florian. Il se passe quoi là? C'est une joie que vous n'imaginez pas. D'abord, c'est une joie partagée, mais une joie un peu tardive, parce qu'il faut se replacer le soir des élections. 1350 votes d'écart, je crois. Oui, donc c'est très peu. Et en plus, le soir des élections à 20h, je pensais que j'avais perdu. Je vais vous expliquer pour deux raisons. La première, c'est que dans mes calculs, je m'étais dit, pour gagner le deuxième tour, il faut qu'on arrive à mobiliser un électorat qui a été absent sur liste au premier tour. Donc il faut surtout que le taux de participation du deuxième tour soit plus important que celui du premier, et que notamment l'électorat jeune se mobilise au deuxième tour. Donc pour moi, les premières clés d'interprétation du résultat, c'était d'analyser la participation. Et pendant toute la journée du dimanche, j'ai fait tous les bureaux de vote. Et j'ai été stupéfait de voir que la participation, c'était rigoureusement la même. Le taux de participation était le même, et à la virgule près. Alors, je suis rentré le soir chez moi avant 20h, après avoir fait tous les bureaux. J'ai dit à ma femme, ça y est, c'est perdu, c'est la même participation. C'est perdu. J'ai même fait, on m'en a un peu voulu, parce on s'est un peu moqué de moi, parce que je l'ai dit. J'avais même fait le discours de la défaite. J'avais prévu d'abord qu'il fallait être digne dans la défaite. Quand j'ai vu à 19h45 que j'étais vraisemblablement battu. D'abord, grande déception, parce que c'était un long combat politique. Et puis je pense que j'aurais arrêté la politique si j'avais été battu. Long combat politique. Et je me suis dit, il faut que je sois digne, il ne faut pas que je sois amer. Donc j'avais écrit le discours. Et après, j'arrive à ma permanence à 20h. Premier sondage sorti des urnes me donne perdant 6 points derrière le Nicolas Florian. Même le sondage. D'abord, tous les sondages, toute la campagne électorale me donnait largement derrière. Il n'y a pas un seul sondage qui me donnait gagnant, y compris donc le sondage, le soir de l'élection à 20h, sorti des urnes, me 6 donnait... points, c'est énorme. Parce qu'ils avaient fait le même calcul que moi, un peu idiot, c'est-à-dire que c'était à mon avis basé, c'est parce qu'il les réanalyse, les sondages en fonction. Donc ils avaient dû faire le même calcul que moi, en disant, si Urmic qui ne mobilise pas un nouvel électorat entre les deux tours, il est cuit. Donc je pense qu'ils ont commis cette même erreur. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que je n'avais pas réalisé non plus, la participation était rigoureusement la même, mais ce n'était pas les mêmes qui étaient venus voter. Et quand je me suis refait le film, après, le lendemain, je me suis refait le film de ma journée de visite des bureaux de vote, je me suis dit, effectivement, je n'ai pas vu les mêmes. J'ai vu beaucoup de jeunes lors du second tour, et je me suis dit, c'est vrai que ceux-là, je ne les avais pas vus au premier tour. Donc c'est drôle, la participation était les mêmes, mais les électeurs n'étaient pas les mêmes. Beaucoup de gens âgés se sont dit, c'est gagné. Donc ils ne sont pas venus voter, et beaucoup de jeunes se sont dit, oh là là, il y a une carte à jouer, et on va venir voter au deuxième tour, même si on n'a pas voté au premier tour. Donc voilà, c'est comme ça que j'explique ces graves erreurs d'analyse. Donc plus la soirée avançait, plus on me disait, moi j'étais un peu prostré dans un bureau de ma permanence électorale, on venait régulièrement me dire, oh, attention, l'écart se resserre, jusqu'au moment où j'ai reçu un texto, quelqu'un qui me dit, oh, on vient de voir sur le journal de la 2, le journal, la soirée électorale de la 2, que tu es devant le maire sortant. Et à ce moment-là, effectivement, mon directeur de campagne, Nicolas Manon et d'autres, ont débarqué dans mon bureau en disant, ça y est, je crois que cette fois-ci c'est bon, on vient d'annoncer que tu as gagné. Là, il se passe quoi alors? À un moment, parce qu'en plus, la pression de la soirée, moi qui suis assez sensible, vous avez les larmes aux yeux à ce moment-là. Les larmes aux yeux. C'est extraordinaire.
Puis je voyais devant la permanence, beaucoup de gens étaient venus. Beaucoup de gens pensaient comme moi que c'était absolument formidable de voir que nous avions gagné. Et donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup. Ouais. Donc au bout de 25 ans, élu maire de Bordeaux, avec l'idée d'en faire quoi ? Une ville qui soit capable de répondre aux défis contemporains, parmi lesquels je mets le défi climatique. C'est le sens de mon combat. Je dis c'est pas normal que cette ville de Bordeaux ne fasse pas de la réponse à l'urgence climatique la priorité des priorités. C'est le soir de mon élection, donc j'ai dû improviser un discours de vainqueur. Il n'y avait pas de discours d'écrit. Voilà, l'autre je l'ai déchiré. J'aurais dû le garder pour les archives, mais je l'ai le déchiré en me disant quand même. Donc je voulais pas qu'il y ait de traces. Donc j'ai déchiré le discours. Donc j'ai dû improviser un discours de victoire avec toute l'émotion qui s'était emparée de moi. Mais je me souviens très bien avoir dit je serai le maire de tous les Bordelais. De toutes les Bordelais et tous les Bordelais. Et pour moi, c'était important de dire je ne suis pas le maire d'un clan, je ne suis pas le maire des écologistes, je ne suis pas le maire des électeurs de gauche qui m'ont élu, je suis le maire de tous les Bordelais. Et pour moi, ça avait du sens. Et je me dis, être dans le costume du maire, c'est ça, c'est sortir du costume du candidat pour rentrer dans le costume du maire, de l'élu de tous les Bordelais. Donc depuis, j'essaie de rester fidèle à cet engagement que j'ai pris le soir de l'élection, mais cela ne m'a pas interdit de décréter, parmi les premières mesures que j'ai prises en tant que maire de Bordeaux, de décréter l'urgence climatique à Bordeaux. Ouais. C'était pour moi important, au-delà du symbole. Ce n'était pas de la com, ni du symbole, c'est de dire, bon, on va le faire et on va s'en donner les moyens. Et pour vous donner juste un petit exemple du sens que je mettais à cet engagement, j'ai une première adjointe qui s'appelle Claudine Bichet, qui est adjointe aux finances, c'est tout à fait classique dans les organigrammes des mairies. Elle est adjointe aussi à l'égalité femmes-hommes, ça c'est plus inhabituel. Et ce qui est totalement inhabituel, c'est qu'elle est également adjointe en charge du défi climatique. Ce qui signifie qu'elle tient les cordons de la bourse et que toutes les dépenses, tous les investissements sont évalués à l'aune de leur impact climatique. Quand on prend une décision et qu'on est hésitant, entre deux décisions, on regarde, on dit voilà, celle qui a l'impact climatique ou l'empreinte carbone la plus favorable, c'est celle-là que l'on va privilégier. Donc c'est un renversement total de ce qu'est l'organisation politique courante. C'est comme si le ministère des Finances, c'est-à-dire Bercy à Paris, était aussi en charge du défi climatique. Ça changerait tout. Je sais que le ministre de l'Environnement, il se bat tous les jours pour obtenir de Bercy des arbitrages qui lui soient un peu favorables. Je sais qu'il ne les obtient pas toujours, et même rarement. Ouais. Bercy est un État dans l'État qui a une vision comptable des choses. Mais voilà, donc je pense qu'on a renversé ce prisme-là en disant les finances sont entre les mains de personnes d'abord compétentes. Claudine Bichet, très, très compétente, avait déjà manifesté dans le cadre d'une carrière privée des qualités de gestionnaire. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui prouvent que l'engagement n'était pas superficiel. Ouais. Vous avez parlé du costume du maire. Oui. Le costume de la fonction, vous l'aviez vu venir, et comment il est justement ? Est-ce qu'il est je me dis quand on est maire d'une ville, mais c'est comme quand on est chef d'une grande entreprise au final, on est à la tête et c'est nous la tête. Est-ce que vous aviez anticipé de vous dire comment ça fonctionnait ? Parce que là-dedans on a à la fois la visibilité, les compliments mais potentiellement les attaques. Comment vous l'avez vécu là ? Ça fait 3 ans donc j'imagine qu'il est bien calé sur les épaules le costume maintenant. Alors au début, au début justement, pardon, comment vous l'avez vécu ? Alors contrairement à ce que vous pourriez penser, j'ai tout découvert. Même si j'avais été élu d'opposition pendant longtemps, j'ignorais tout de la fonction de maire, tout. Donc je me suis très rapidement plongé, mis dans ce costume que je ne connaissais pas. Donc l'apprentissage a été assez difficile, avec une opposition qui était à l'affût du moindre faux pas. Je l'ai vu très vite à mes dépens, des histoires de sapins, de statues de Chaban, etc. Enfin, des petites polémiques qui sont nées de certaines maladresses. Donc je savais que j'avais une opposition qui était à l'affût, une opposition assez revancharde, il faut bien le dire, avec même un procès en légitimité. Vraiment, Ils étaient là depuis 73 ans. Alors, vous dites, moi, je
je m'y attendais peut-être moyennement, mais eux, ils ne s'y attendaient pas du tout à être battus. Alors, ils n'avaient jamais envisagé cette hypothèse. Vous voyez, dans le bureau où nous sommes, le soir de l'élection à 20h, ils avaient connaissance du même sondage que moi sur le fait qu'ils étaient élus Largamanu, ils buvaient le champagne. Donc, voilà, ils ne s'attendaient pas du tout à être battus. Donc ça les a rendus très, très amers, très revanchards. Donc les débuts du mandat étaient très, très difficiles. Il fallait à tout prix prouver que ce maire était illégitime, était un amateur. Et donc voilà, donc non seulement moi j'ai découvert la fonction, mais en plus je savais que j'étais très très surveillé. Et donc voilà, les premières semaines ou les premiers mois n'ont pas forcément été faciles. Heureusement, j'avais une équipe aussi, j'ai envie de dire d'amateurs, comme moi, mais des amateurs éclairés, je pense. Donc on a fait front tous ensemble. Je pense qu'on s'allait bien forcer, mais on avait vraiment ce procès en illégitimité. Ils me le font encore de temps en temps, en me disant que je ne suis pas digne de la fonction. Vous savez, au conseil municipal, je ne suis pas digne de la fonction. Voilà, il n'y a qu'eux qui sont dignes, bien sûr, de la fonction de maire. Donc moi, je ne suis pas digne. Donc procès en illégitimité, puis procès en amateurisme. C'est des professionnels de la politique, je leur reconnais ça, parce qu'ils vivaient que de ça. Être professionnel de la politique, c'est vivre de ça, c'est-à-dire ne pas avoir de métier, ce qui est le cas de mes prédécesseurs immédiats, du maire qui m'a précédé et de ses principaux adjoints. Donc c'est des gens qui vivaient que de ça. Quelqu'un m'a dit, mais en les battant, tu les as aussi licenciés. Ils n'ont pas de métier, donc ils perdaient leur job et leur source de revenus. Ce qui est un peu vrai, d'où leur amertume. Et puis pour certains d'entre eux, j'ai même envie de dire, d'où leur haine. Quand je lis certains posts sur les réseaux sociaux, je dis ça va au-delà de la rancune et de l'amertume, c'est parfois de la haine. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu et voilà, qui s'y attendaient pas. Qui s'y attendaient pas. Donc la période a été assez difficile. Et justement, je trouve que ça fait le lien entre politique et communication. Et donc là, je parle de manière générale. C'est compliqué de faire de la communication quand on fait de la politique ou pas? Parce que, alors j'ai pas envie de dire tout est communication, parce que étant un peu communicant, tout n'est pas communication, on est d'accord, mais typiquement vous avez parlé du sapin, je voulais pas en parler, mais vous en parlez. Comme Macron a eu les APL qui ont un coup de com', voilà, complètement différent évidemment, mais aujourd'hui la communication est tellement omniprésente. Est-ce que vous aviez anticipé là aussi tout le pouvoir qu'a la communication et l'importance qu'a la communication? Oui. Vous avez raison, j'avais totalement sous-estimé ce que la communication, je dirais même au-delà, je l'avais un peu méprisée. Parce que pour moi, la communication pouvait un peu obérer ma sincérité. Et donc on a dit au début du mandat, et c'est pas tout à fait faux, que je n'aimais pas la communication. On me l'a beaucoup reproché en disant oh, le maire il se plante en communication, c'est normal. Il n'aime pas la communication. Ce qui était peut-être un peu vrai, c'est-à-dire que j'étais très méfiant. Je ne voulais surtout pas que la com puisse changer ma nature, ma spontanéité, ma liberté, mon indépendance. Donc j'avais un peu peur, voilà, pour tout vous dire, de la communication. Je ne veux pas que voilà, mon image soit déformée par la communication. Bon, et puis en fait, c'était une pudeur inutile. J'ai appris à connaître les gens qui s'occupent de communication. Je pense que je me faisais une idée très, très personnelle de la communication. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup reculé dans mes idées et mes idéaux au profit de conseils en communication. J'espère être resté le même au bout de 3 ans, j'espère. Et justement, alors vous avez dit, vous arriviez ce avec quoi vous arriviez quand vous êtes élu maire. Comment on fait pour mieux vivre dans une ville aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous voulez encore mettre en place? Et j'avais reçu Léonore Monconduit il y a quelques semaines, qui est maire de Poitiers, qui a été élu à 30 ans et qui est maire écologiste également. Et en 2020, il y a eu quand même une grande vague de maires écologistes partout en France, notamment sur les grandes villes, mais pas que. Comment on fait pour vivre mieux demain dans une ville, et en tout cas dans une ville comme Bordeaux? Alors, il faut s'intéresser aux gens. Je vous dis, quand je faisais le lien avec la profession d'avocat, c'est quelque chose de tout à fait bien ancré chez moi. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens et vouloir que, comme vous, ils se plaisent à Bordeaux. Donc, il faut rendre cette ville attrayante. Voilà, ça paraît naïf, mais on a envie, quand on fait la politique, on a envie de rendre les gens heureux. Et ça veut dire d'abord les connaître. Je crois être alors j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, je suis
quelqu'un de très présent sur le terrain. Je suis en permanent, je suis presque 305 jours par an à Bordeaux. Je suis là tous les week-ends. Je n'ai pas de résidence secondaire. Ma résidence secondaire, c'est Bordeaux. Donc je suis là tout le temps. Je suis là tous les dimanches. Je suis tous les dimanches maintenant au Capucin, par exemple. bon. Et les gens savent que je suis là et qu'ils peuvent me rencontrer. Certains pensent pas que c'est ma permanence politique. Des fois, il m'est arrivé, il y avait une file devant les marchés Capucin en disant on sait que le maire arrive à cette heure-là. Et donc les gens m'attendaient devant le marché. Et donc voilà, je crois que je marche beaucoup dans la ville, je fais du vélo aussi, mais je crois être très, très souvent interpellé. Et dans la rue, pour moi, ça me paraît tout à fait normal d'être un maire disponible, présent. Et voilà, donc je pense que la fonction de maire a changé. Il fut une époque où on pensait que pour être maire d'une grande ville, il fallait être ministre. Et paradoxalement, il fallait être à Paris. Au lieu d'être sur place. Je crois qu'il y en a qui le pensent encore. Mais je pense qu'être maire d'une ville ou être candidat, c'est être présent. Même quand j'étais en opposition, j'étais tout le temps... je ne vois pas les Capucins, mais les Capucins, en tant qu'élu d'opposition, j'étais déjà tous les dimanches. J'étais déjà très présent, je voyais moins de monde. Mais je voyais quand même déjà un peu de monde. Donc c'est d'être présent dans sa ville. Ce que demandent les gens, c'est de la disponibilité, du temps. Et voilà, j'essaie de privilégier ça. Et ils vous disent quoi? Souvent, ils râlent. Mais ce qui est normal. Ce que je vois, c'est des gens qui ne sont pas contents. Il y en a qui sont contents, qui me disent félicite monsieur le maire, qu'est-ce qu'on est content que vous soyez maire. Il y en a qui me disent, vous savez, on n'a pas voté pour vous. Je dis merci pour votre sincérité. Mais on est content quand même. On voit la ville bouger. On voit la ville bouger, ça c'est le compliment qui me fait le plus plaisir. On voit la ville bouger, on vous remercie, elle bouge dans le bon sens. Et voilà, je suis un peu le maire. Quand vous êtes maire, il faut être le maire du quotidien, le maire du lendemain. Alors le maire du quotidien, c'est le maire que je viens de vous décrire, c'est-à-dire celui qui est présent dans les rues de la ville. Et le maire du lendemain, c'est celui qui a une vision de la ville. Et cette vision de la ville, c'est, moi je veux une ville qui soit capable de résister et d'anticiper ce dérèglement climatique. Et pour moi, c'est très important de laisser une ville de Bordeaux dans un état de ville capable de résister à ces temps durs qui se préparent. Pour employer une formule peut-être facile, c'est réparer la ville, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, et préparer la ville, c'est-à-dire faire aujourd'hui les investissements qui nous permettront demain d'être une ville résiliente et puis une ville aussi qui se bat pour limiter ces émanations de gaz à effet de serre. Donc on est sur ces deux registres-là et c'est notre challenge, donc à la fois de réparer la ville et de la préparer. Alors la préparer, souvent, c'est dur parce que vous êtes obligé de prendre des décisions impopulaires quand on réduit la place de la voiture en ville. Ça ne fait pas plaisir. Quand on complique la circulation, plan de circulation dans un quartier, ça ne fait pas plaisir. Mais on a l'occasion, chaque fois, on insiste, on fait de la pédagogie en disant, mais écoutez, on n'a pas le choix, on est obligé de végétaliser cette ville, on est obligé de limiter la place de la voiture. Donc ce sont des décisions parfois difficiles, pas comprises, mais aussi c'est notre rôle de faire œuvre de pédagogie. Donc le dimanche, là, quand je me fais souvent engueuler en disant on circule mal, voilà, j'explique pourquoi est-ce qu'on a compliqué la circulation, mais on l'a compliqué, mais en même temps, on a considérablement réduit la congestion automobile. Enfin, considérablement, oui, on l'a réduit, la congestion. Ils ne pensent pas, ils voient souvent leur rue, mais quand vous regardez globalement, à l'échelle de la ville, la congestion automobile a diminué, ce qui est tout à fait normal, puisque les gens changent leurs habitudes. Prenez un exemple, par exemple, les boulevards. Les boulevards, c'est une artère très typique de l'urbanisme des années 60, c'est-à-dire entièrement dédié à l'automobile, 2 fois 2 voies automobiles. Moi, j'ai pris la décision de faire sur une voie dans chaque sens, une voie dédiée au vélo et au transport collectif. Quand je l'ai fait, j'ai été traité mais de fou, y compris de la part d'amis. Ils m'ont dit, mais tu n'y passes pas, c'est une mini-rocade, les boulevards, c'est fait pour la voiture, tu ne peux pas réduire la place de la voiture, etc. Donc j'ai eu droit à beaucoup d'engueulades, beaucoup de courriers, beaucoup de mails, mais j'ai tenu bon. La première semaine, ça n'a pas marché, la deuxième semaine non plus. Il a fallu attendre 3 ou 4 semaines pour que les vélos commencent à s'emparer des boulevards, Et aujourd'hui, c'est 8000 vélos sur les boulevards, ce qui est énorme, alors qu'il y en avait très très peu auparavant.
Et surtout, je suis fier de voir qu'on a réduit la pollution de l'air sur les boulevards de 30%. La pollution au dioxyde d'azote, elle a diminué de 30% sur les boulevards. Donc moi, je mets ça en avant quand les gens me disent « mais vous limitez la place de la voiture ». Je dis oui, je limite la place de la voiture, mais c'est pour d'abord que les Bordelais vivent en meilleure santé et pour qu'ils adoptent d'autres méthodes de locomotion. Parce que quand je vous dis 8000 cyclistes sur les boulevards, ce n'est pas une génération spontanée de cyclistes. La plupart, c'est d'anciens automobilistes. Moi qui me disais pendant la campagne électorale, je disais « oh, monsieur le maire, on sait que vous êtes contre la voiture, mais nous, on veut bien abandonner la voiture, mais proposez-nous des solutions alternatives. » Et ça, je l'ai entendu. J'ai dit « ok, moi, je ne vais pas supprimer la voiture pour supprimer la voiture. Je vais vous donner d'autres moyens de locomotion, meilleurs pour la santé, qui ne polluent pas, plus rapides et plus adaptés à la ville. » Donc c'est ce qui s'est passé sur le boulevard, mais c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup d'artères de la ville. Les gens changent leurs moyens de locomotion. La moitié des distances parcourues en voiture en ville se font sur une distance souvent inférieure à 2 km. Donc considère que tous ces déplacements-là sont des déplacements que vous pouvez faire ou à pied ou à vélo. Et après, il faut laisser la voiture à ceux qui n'ont pas le choix. Moi, sans cela, je ne suis pas anti-voiture. Mais je considère qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, par exemple des personnes âgées, et puis des gens à mobilité réduite, enfin des personnes qui n'ont pas le choix, qui ont besoin de se servir de la voiture, mais il faut leur laisser à eux le monopole de la voiture. Mais tous ceux qui ont le choix, il faut que progressivement, ils adoptent d'autres modes de locomotion. Et je vois que c'est ce que font les Bordelais, plutôt de bonne grâce. Mais parfois, il faut un peu leur expliquer parce qu'on change les habitudes. Justement, est-ce que c'est pas uniquement, mais la politique impose des choses parfois, là c'était le cas. Est-ce que pour mieux vivre demain, parce que les personnes qui écoutent ce podcast sont, je pense, au courant des autres épisodes que je peux enregistrer, et donc l'importance de changer nos habitudes, nos façons de consommer, c'est un triptyque entre la politique, l'entreprise et le citoyen. Est-ce que c'est à la politique aussi d'imposer des choses pour faire changer les mentalités, quitte à prendre des messages réguliers de mécontentement? Oui, alors il faut le faire, vraiment le mot qui est important, c'est bien sûr qu'il faut le faire avec pédagogie et avec humilité. Par exemple, pour revenir sur l'exemple des boulevards, on m'a dit, vous aviez dit pendant la campagne électorale que vous feriez la concertation. Et pour les boulevards, vous n'en avez fait aucune, ce qui est vrai. Si j'avais fait la concertation pour les boulevards, j'y serais encore et en fin de mandat, j'aurais 80% des usagers et des riverains me disant il faut conserver la configuration actuelle. Ouais. Donc je me suis dit, il y a un lobby automobile dans cette ville comme dans toutes les villes, donc je ne vais pas le faire. Mais par contre, l'engagement que j'avais pris, c'est de faire ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire si ça ne marche pas, je reviendrai à l'arrière, vraiment. Ça n'avait pratiquement rien coûté à la collectivité, en l'occurrence à la métropole. C'était un coup de pinceau matérialisant cette piste-là. Et honnêtement, si ça n'avait pas marché, je revenais en arrière en disant, écoutez, je me suis trompé. Vous me prouvez qu'il faut que cette artère-là reste très automobile. Donc j'aurais accepté de changer d'avis en étant persuadé que ça ne serait pas le cas. J'étais sûr, ça allait être sûr. Mais bon, je l'avais dit, ça sera l'urbanisme tactique et j'accepterai de revenir en arrière. Et ce qui est important pour moi, c'est de persuader nos concitoyens que notre écologie, ce n'est pas de l'écologie punitive. Je pense que l'écologie punitive, ça sera l'écologie de demain si on ne fait pas l'écologie aujourd'hui. L'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard, et j'ai pris pour habitude de dire, mais c'est vrai. Donc je dis, si vous ne voulez pas d'écologie punitive, si vous ne voulez pas demain des mesures drastiques, il faut aujourd'hui accepter de modifier un peu votre train-train, votre confort de vie, et voilà. Et je considère que ça, ce n'est pas de l'écologie punitive. Vous savez, il vaut mieux moi, je préfère la sobriété à l'austérité. Et pour moi, la sobriété, c'est le meilleur rempart contre l'austérité. Je m'explique. La sobriété consiste à se passer volontairement de ce qui est superflu, tandis que l'austérité consiste à être privé de ce qui est essentiel. Et si aujourd'hui, vous ne faites pas le choix de la sobriété, mais demain va vous tomber dessus l'austérité, ce que j'appelle l'écologie punitive. Donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'embarquer les Bordelaises et les Bordelais. Et là-dedans, moi, ce que je veux, c'est que nos projets ils soient portés par les habitants, qu'ils soient... Pour ça qu'on vient de lancer une convention citoyenne pour le climat. Justement, c'est un projet que l'on vient de lancer. On a lancé aussi, ce qui est tout nouveau dans cette ville, le droit d'interpellation citoyenne. 4000 citoyens peuvent
nous interpeller et inscrire obligatoirement à l'ordre du jour une délibération. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Ça, c'est vraiment une démocratie participative. Donc il ne faut pas avoir peur des habitants. Et voilà, on essaie de pratiquer donc cette démocratie directe. Et vous savez, ça marche. Je vais vous donner un petit exemple pour la porte de l'hôtel de ville qui a été incendiée. J'ai vu que ça avait déchaîné beaucoup de passions. Les Bordelais se sont passionnés pour le sort de cette porte, ce qui m'avait amené à décider que pour la future porte, je consulterai les Bordelais. J'avais pris cet engagement-là pour savoir, on refait la porte à l'identique ou on fait à la place une œuvre d'art contemporain. Et voilà, donc j'ai lancé. Et le vote a été fait. Et il y a eu 13 820 suffrages. C'est énorme. 13 820 suffrages. Et 75% se sont exprimés pour une porte 18e à l'identique. Donc c'est la commande que nous avons passée maintenant. Et voilà, mais c'est bien de les consulter. Les gens, quand vous leur posez la question, ils répondent. Ils sont présents. Moi, je m'étais dit, s'il y a moins de 2000 réponses, ça sera un fiasco. Ouais. Moins de 2000, voilà, ça veut dire que je me serais trompé, que c'est pas le sujet, puis que ça ne les intéresse pas. Mais je vous dis, 13 820, ça les a passionnés. Ça les a bien intéressés. Vous dites souvent que vous faites de l'écologie à petits pas. Oui. Est-ce qu'on n'a pas besoin de grands pas aujourd'hui pour être prêt pour demain ? Oui, mais plusieurs petits pas font un grand pas. Je ne suis pas pour brutaliser les gens, vraiment. Donc il faut les convaincre que ces petits pas font un grand pas. Et voilà, je crois que c'est ce que nous faisons à Bordeaux. Mais voilà, je crois qu'on a quelques résultats. Vous savez, on a été consacré par le journal Aujourd'hui en France. Il y a quelques mois comme étant la ville la plus verte de France. Ils ont regardé avec des critères très précis la plupart des grandes villes, et Bordeaux est sorti en tête des villes qui étaient les plus vertes. Alors que le challenge que l'on a à Bordeaux, c'est qu'on a une ville qui est très très minérale. Et les villes minérales, ce sont des îlots de chaleur urbains qui sont très peu adaptés aux défis climatiques. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette ville minérale devienne une ville plus végétale. Et c'est le sens de beaucoup de politiques que nous menons aujourd'hui, en disant on a cette chance d'avoir cette ville patrimoniale qui est magnifique, mais je considère que le patrimoine végétal, c'est aussi indispensable aujourd'hui dans des villes modernes. Donc on travaille beaucoup dans ce sens-là. Il y a eu un sondage en septembre de l'IFOP qui disait que 68% des Bordelaises et Bordelais étaient contents de l'action municipale. Oui. Et j'imagine que ça fait plaisir. Ah ben ça a été un encouragement phénoménal. Enfin, quand j'ai vu ça, sachant que la période de la mi-mandat, c'est souvent une période un peu ingrate, vous avez lancé des projets qui ne sont pas encore sortis de terre, vous cristallisez un certain nombre de mécontentements. Donc de voir qu'à mi-mandat, on a un score qui est, je crois, parmi les sondages qui ont été faits sous ce format-là, le meilleur pour une équipe municipale sortante. Donc pour moi, ça a été un encouragement important, mais tout en restant humble, en disant on a aussi des marges de progression. Moi, je veux embarquer tout le monde dans notre projet. Donc il faut que l'on vise, qu'on mette la barre encore plus haute, que que ce soit. Mais bon, je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça comme étant très, très, très encourageant. J'avais aussi posé cette question à Léonore Monconduit, donc maire de Poitiers, en disant que sur le terrain, de manière locale, on a l'impression que l'écologie est présente dans l'esprit des habitantes et des habitants. Je l'ai dit, il y a eu une vague de maires écolos en 2020, mais qu'au niveau national, on n'y est pas encore. Est-ce que vous l'expliquez, cette différence entre ce local et ce national qui semble à des années-lumière quand on voit les décisions du gouvernement, pour le coup, par rapport à ce que peuvent attendre les gens, et l'une des principales préoccupations des gens aujourd'hui, qui est le dérèglement climatique. Oui. Alors j'ai plusieurs réponses à cela. C'est une vraie question que l'on se pose. D'abord, je pense que l'échelon municipal est un échelon très pertinent pour faire de l'écologie, parce que vous avez une maîtrise qui est plus difficile à obtenir au niveau national. Et en même temps, on va vous dire que nous réparons un peu les dégâts d'une politique gouvernementale qui est totalement défaillante sur ce terrain-là. La France a été condamnée, vous savez, à 2 reprises pour inaction climatique. La plupart des décisions qui sont prises par ce gouvernement ne sont pas des décisions qui vont dans le bon sens. Donc nous avons la responsabilité de réparer un peu ces politiques nationales qui sont défaillantes sur ce terrain-là. Et ensuite,
n'étant pas un politique, moi, très engagé au niveau national, c'est le moins qu'on puisse dire, mais souvent on me dit, mais pourquoi tu t'engages pas davantage pour faire vivre tes idées au niveau national, dans ton parti et à Paris? Et je réponds que j'ai la conviction que la meilleure façon de gagner les élections nationales un jour, c'est de réussir nos paris municipaux. C'est-à-dire que nous avons des gages de crédibilité à donner, je vous en parlais tout à l'heure, et une fois qu'on aura donné ces gages de crédibilité au niveau municipal, je crois que nous nous serons rendus crédibles au niveau national. Et ma meilleure contribution au débat politique national, c'est de réussir mon mandat de maire de Bordeaux pour que les gens se disent « Ah ben il y a un candidat écologiste, on peut leur faire confiance ». Je dis « Ah ben moi je suis bordelais, je vois les écologistes à Bordeaux, ils ont transformé la ville quand même ». Et ils se sont dit « On peut leur faire confiance, ces gens-là ». Et je raisonne un peu par analogie. Je me souviens très bien que quand Mitterrand a été élu président de la République en 1981, cette élection-là avait été précédée par des tas de grandes villes qui avaient été gagnées par le Parti socialiste, Nantes-Parchenard, Lille, Mauroy, Grenoble du Bedout, et des tas de grandes villes avaient été gagnées. Et je suis persuadé que ça avait beaucoup joué dans la victoire du candidat socialiste, qui était François Mitterrand. Je leur dis, on peut lui faire confiance. Le maire de notre grande ville, il est, à l'époque, il est socialiste, il est sérieux, il gère bien la ville. Donc, alors qu'à l'époque, on faisait pareil aux socialistes, le même procès qu'on a fait aux écologistes, ils sont incompétents, ils sont hors sol, ils sont dogmatiques, ils sont idéalistes, etc. C'était le procès qu'on leur faisait, qu'on nous fait à nous aussi. Mais si on arrive à prouver que nous sommes capables de gérer de grandes villes, les gens vont finir par penser, à juste titre, qu'on est également capable de gérer un pays. Bon, en tout cas, c'est le sens de mon engagement. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de réussir ce mandat-là. Ça sera une grande contribution au combat national que doivent mener les écologistes. Justement, j'ai même parlé de réussite, alors vous me tendez la perche. C'est quoi pour vous la réussite? Donc ce serait quoi, être réélu dans 3 ans? Que les gens soient heureux à Bordeaux. Que les gens se disent on vit bien à Bordeaux, on a la chance d'avoir une belle ville, on vit bien, on a réduit les inégalités sociales, on a plus de solidarité, on vit en sécurité, on peut se loger des prix abordables à Bordeaux parce que la municipalité a encadré les loyers, enfin, qu'on puisse vivre. Moi, je ne veux pas d'une ville qui ne soit qu'attractive ou magnétique. Avant, le slogan de mes prédécesseurs, c'était magnétique Bordeaux. Je trouvais ça stupide. C'est-à-dire, vous magnétisez, vous faites venir tout ce Bordeaux, et après, vous vous rendez compte, les infrastructures ne sont pas adaptées, vous ne pouvez plus loger les gens, les prix des loyers augmentent considérablement. Donc, je ne rêve pas de cette ville magnétique. Moi, je préfère une ville habitable à une ville magnétique. C'est-à-dire, je veux que les gens qui vivent à Bordeaux s'y trouvent bien. Et voilà, c'est moi mon challenge, c'est voilà la ville habitable et des habitants contents et fiers de vivre à Bordeaux. Justement, beaucoup d'habitants, en tout cas j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'autour de moi, mais sont un peu éco-anxieux Oui. par rapport à demain. Comment on fait pour combattre l'éco-anxiété? C'est un vrai souci, l'éco-anxiété des jeunes. Moi, je passe pas mal de temps à discuter avec des associations de jeunes, supposez le mot jeune, dans ces différentes insertions, on va dire. Je passe beaucoup de temps à discuter chaque fois que je suis sollicité, parce que si on se bat, c'est pour eux, et pour leur montrer qu'ils sont éco-anxieux parce qu'ils ne voient pas les choses suffisamment bouger. Ils voient qu'on les laisse dans une planète un peu désespérante. Mais je veux leur montrer qu'à Bordeaux, voilà, la ville n'est pas désespérante et qu'on fait des choses à Bordeaux qui sont duplicables ailleurs, et que voilà, j'essaie un peu de leur remonter le moral, et puis en leur disant engagez-vous, venez nous aider aussi. C'est pas la politique, pour moi, c'est pas du tout un monde qui doit être confisqué par les professionnels. Comme je disais tout à l'heure, certains, sous prétexte qu'ils en ont fait leur métier, confisquent la politique. Mais non, il faut pas la confisquer, au contraire, il faut l'ouvrir. Et notre devoir à nous, c'est de dire, c'est ouvert, il faut s'engager, il faut résister, comme le disait Jacques Ellul. Voilà, le message que je leur fais passer, c'est de dire le monde de demain, ça sera celui qu'on construira tous ensemble. Donc pour cela, engagez-vous.
Très bien, le message est passé. Et on a peut-être encore un peu pas hyper confiance en la politique. Vous parlez justement des jeunes aujourd'hui. Si je fais un peu le lien avec l'actualité, avec les soulèvements de la terre, avec l'autoroute, avec les éco-terroristes qualifiés par le gouvernement de personnes qui sont assises devant des assemblées générales, ça va un peu loin. Comment on fait pour avoir encore confiance en la politique aujourd'hui ? Mais parce que l'exemple n'a pas toujours été très bon. Moi, je comprends que les gens soient très méfiants vis-à-vis du monde politique. Il y a aussi du fait que beaucoup de gouvernants, à mon avis, n'ont pas pris conscience de la gravité des enjeux, n'ont pas pris conscience qu'on avait changé de monde, même qu'il y avait un urbanisme post-Covid, par exemple, que le Covid a changé beaucoup de choses. Et on continue à gouverner comme avant. Beaucoup ne sont pas rentrés dans cette nouvelle période. Donc je comprends que des jeunes puissent se dire on n'est pas entendu, on a beau faire nos manifestations, Génération Climat, etc. Le message a du mal à passer. Donc il faut leur montrer ici à une petite échelle qu'on les écoute et qu'on essaie on prend au sérieux le message. On a vraiment envie de changer de monde. Et pour ça, on a besoin d'eux. On n'y arrivera que si on est tous ensemble pour réparer la table. Parce que ça peut être déprimant parfois. Hein. J'ai vu là récemment une manifestation, le nombre d'amendes qui ont été mises pour des gens qui viennent manifester. La communication du gouvernement traitant d'éco-terroristes, les gens qui manifestent, on dit parfois c'est le gouvernement qui est éco-terroriste, qui n'écoute pas. Vous avez des projets d'infrastructure, mais qui sont ahurissants, qui sont des projets des années 60, comme si le logiciel était resté le même. Je peux en citer un projet qui est hallucinant. Ici, c'est le projet de LGV au sud de Bordeaux, qu'on appelle GPSO. On va bousiller, on va saccager 4830 hectares de biodiversité, d'espaces de nature, d'espaces Natura 2000, de forêts, etc., pour gagner du temps, pour faire circuler un train, alors qu'on pourrait très bien faire circuler un train un peu moins vite, mais dans de bonnes conditions, sur les lignes existantes. Et donc, on a fait des arbitrages il y a 30 ans, 40 ans, au profit de la grande vitesse, à une époque où l'impératif climatique, où la protection de la biodiversité n'était absolument pas des combats respectés. Et aujourd'hui, on nous les ressort comme si le monde n'avait pas changé. Donc comment voulez-vous que ça se soit accepté et que ce soit acceptable ? On a encore des gens qui raisonnent comme si c'était toujours la France de Pompidou. Mais le monde a changé. Même la Cour des comptes dit pour les lignes à grande vitesse, il dit que c'est un modèle qui a été porté au-delà de sa pertinence. Donc aujourd'hui encore, on essaie de nous resservir des projets dont on sait qu'ils sont portés au-delà de leur pertinence et qu'ils sont climaticides. Tous les scientifiques le disent. Tous les écologistes le disent, mais vous avez quelques gouvernants à Paris, macronistes, quelques élus locaux qui essaient d'imposer. Comment voulez-vous que la jeunesse ne se révolte pas en disant mais c'est quoi ces choix qui ont 40 ans et qu'on essaie de nous imposer malgré nos manifestations sur le terrain, on ne les écoute pas. Donc il faut, heureusement qu'il y a quelques élus qui les écoutent, mais non seulement qu'ils écoutent, mais qui sont persuadés que c'est eux qui ont raison, que le monde a changé, il serait bien que la classe politique change aussi. Ouais. Je vais vous citer deux phrases que vous avez, vous, employées à deux reprises différentes. D'abord, celle empruntée à Boris Cyrulnik, avec sa définition de la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Oui, mais oui. Je trouve, c'est pour ça que j'ai repris cette phrase, je trouve que c'est une belle phrase. Et la politique, vous confrontez beaucoup au torrent. Aussi, il faut être résilient en politique, mais on vit en monde violent. On vit en monde violent, et le rôle des politiques, c'est de l'apaiser. Moi, j'essaie d'apaiser cette ville, d'apaiser le débat, j'y arrive pas toujours, loin de là, mais d'apaiser la vie en ville, ça, j'espère y arriver. Ouais. Et une autre phrase que vous avez utilisée pour vos vœux en début d'année, de Michel de Montaigne, ces choses tendres de la vie, mais aisées à troubler. Oui, mais c'est vrai. Vous savez que j'étais d'autant plus content de citer Montaigne que Montaigne a été maire de Bordeaux en 1581. Et je trouve cette phrase très belle. Et depuis que je suis maire, je relis beaucoup Montaigne. Bon, j'ai relu les essais que j'avais lus étant écolier. Et j'ai relu des lettres de Montaigne. Certains m'ont envoyé l'avantage d'être maire, c'est que vous avez beaucoup de correspondants. Donc j'ai eu des lettres, par exemple, récemment, on m'a envoyé des lettres écrites par Montaigne, Henri IV, donc j'ignorais totalement l'existence. Et j'ai été frappé par la modernité du langage
ce philosophe et homme politique Mhm. de la fin du XVIe. Donc ces choses tentent que la vie est aisée à troubler. Mais tous les jours, je me rends compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut souvent peu de choses pour troubler le cours des choses que vous pensiez paisibles. Ouais. Justement, avant mes 2 questions de fin, j'aimerais vous parler littérature un tout petit peu, parce que je vois là-bas un livre que je viens de terminer qui s'appelle Le Monde sans fin, entre autres de Jean-Marc Jancovici. À quel point la littérature est présente chez vous, à quel Oui. point elle vous inspire, elle vous permet de vous échapper potentiellement, je ne sais pas. Oui, mais ce que je regrette, alors, depuis que je suis maire, il y a 2 choses que je regrette énormément. C'est de ne plus être avocat. Ouais. Là, vous ne pouvez pas savoir comme ça me manque. Moi, j'adorais plaider, j'adorais convaincre. J'aimais bien cette bagarre juridique, judiciaire, où il fallait convaincre les gens. Donc, voilà, donc, le fait de ne plus porter ma robe d'avocat, ça me coûte beaucoup. Et également, la deuxième chose, c'est de ne plus avoir le temps de lire, comme je lisais avant. Vous voyez, au début de notre entretien, vous disiez que j'avais été un peu traumatisé par des années d'internat. C'était vrai. Mais l'avantage, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu à ce moment-là. Et surtout pris l'habitude de lire. Et Ouais. maintenant, je lis beaucoup moins. D'abord, je prends beaucoup de temps à lire les journaux. Quand vous êtes maire, il faut se tenir au courant de tout. Là, les week-ends, je pars chez moi avec une pile de journaux. Donc, je prends beaucoup de temps à lire les journaux. Et j'ai beaucoup moins de temps pour lire voilà, de la littérature. Ça, je le regrette profondément. Tant plus qu'on m'offre beaucoup de livres. En plus, quand vous êtes Ouais. maire, vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller à la machine à lire ou ailleurs. Les livres arrivent sur votre bureau. Donc, voilà. Mais voilà, c'est un regret. Ouais, j'imagine. Peut-être, oui, avant de partir sur des dernières questions, vous l'imaginez comment, vos 3 années à venir? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Vous l'avez dit, rendre les Bordelaises et les Bordelais heureux. Et c'est vrai que vous avez cette phrase-là que Camille Choplin reprend souvent, parce que je participe de temps en temps à des événements ici, que l'hôtel de ville est la maison des Bordelaises et des Bordelais. Et je crois qu'on a réussi petit à petit à se faire à cette phrase, tout simplement. Donc, sur les années à venir, il y a des projets là, Oui, alors, qui arrivent au-delà petit des à petit? projets, il y a des méthodes. J'aimerais réconcilier les Bordelais avec leur ville, parce que certains sont un peu fâchés, et les réconcilier avec la politique. C'est tout le sens du combat que l'on mène aujourd'hui pour instituer dans cette ville une démocratie moins intermittente et plus contemporaine. Et c'est un combat que l'on mène. Donc j'aimerais beaucoup voilà, que les Bordelais se rendent compte que les combats que l'on mène ici à Bordeaux, c'est leur combat. Et vraiment les réconcilier avec la politique. Vous savez, je conçois aussi la politique un peu comme un art. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, pas cité, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il dit la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc il y a le mot art dedans. Je pense que les politiques sont aussi des artistes. Et rendre possible ce qui est nécessaire, c'est aussi le sens de mon engagement. Il y a des tas de choses qui sont nécessaires dans Bordeaux aujourd'hui, qui ne sont pas faites. Et notre rôle de politique, c'est de les rendre possibles. Et c'est ce que nous faisons. Donc beaucoup de politiques sont déjà entamées. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin. Mais nous ne réussirons que si nous le faisons avec le concours des Bordelais. Et les 3 premières années, c'est pas là où on était le meilleur. Je le reconnais, avec beaucoup d'humilité. C'était un engagement de campagne que nous avions pris, passer de cette politique intermittente à une politique plus permanente. Je trouve que c'est pas là où on a été le meilleur jusqu'à présent. Mais cette deuxième partie du mandat, ça va être un challenge particulièrement important. J'ai eu une adjointe qui consacre beaucoup de son temps à cette démocratie permanente, qui s'appelle Tiffaine Ardouin. C'est elle qui a monté avec d'autres la Convention citoyenne. Donc j'attends beaucoup de choses. Le droit d'interpellation citoyenne, j'attends aussi beaucoup de résultats. Le Parlement mobile, que l'on promène dans les quartiers, j'en attends aussi des résultats. Et voilà, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça que j'appelle la réconciliation de la mairie avec ses habitants. Donc il y a du travail, en tout cas on s'y attelle. Et voilà, j'espère que dans 2 ans et demi, on pourra dire, ben voilà, au moins la démocratie permanente ici était engagée. Ils ont réussi ce pari. Ouais. Vous parlez juste d'humilité, je voulais vous en parler aussi. Est-ce qu'on peut, on a le droit de laisser paraître de la vulnérabilité quand on est maire d'une ville? Absolument, oui, il faut être... On est un homme avec ses faiblesses et ses vulnérabilités. Parfois, c'est le combat est dur. Hein. Le réel, c'est quand ça cogne. Et c'est vrai que parfois, ça cogne. Et parfois, c'est difficile. Et bon, derrière un politique, même s'il peut paraître aguerri après 25 ans d'opposition, ça reste
ça reste quelqu'un de faible et de déterminé, mais qui parfois, oui, il y a des moments de découragement. Je ne vous cache pas. Mais bon, vous rentrez un soir découragé, le lendemain, vous revenez avec beaucoup d'enthousiasme. Heureusement que l'enthousiasme succède au découragement rapidement, mais voilà, c'est un métier, pour ça que ça décourage aussi certains. Le monde des avocats est un monde difficile, dans lequel, entre confrères, on ne se fait pas de cadeaux. Mais à côté du monde politique, c'est le pays des bisounours. Des bisounours. Donc, vous promets que c'est ce monde où ça castagne, y compris on vous attaque sur le terrain privé. Quand on a eu des attaques, des lettres, j'ai reçu dans l'affaire du sapin, j'ai reçu des menaces de mort en disant on sait où tu habites, etc. Enfin, où j'habite, c'est là où habite ma famille aussi, donc un peu effrayé quand même sur le coup. Des lettres. Certains allument des mèches de haine et ils ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Donc j'en veux beaucoup à certains d'avoir, notamment grâce à la lâcheté, à la facilité des réseaux sociaux, d'avoir propagé des informations me concernant totalement fallacieuses et d'une haine inouïe, et sans se douter qu'après, il y a des gens qui le croient. Et que, voilà. Donc, le mandat politique, je crois que les réseaux sociaux ont encore accentué aussi cette haine facile autour des responsables politiques. Donc voilà, ça c'est les aspects déplaisants. Bon, après, il faut être aguerri et voilà, il faut qu'on y résiste collectivement, et c'est ce qu'on essaie de faire à Bordeaux. Mes 2 dernières questions de ce podcast. Quel conseil vous aimeriez donner à ces personnes qui ont une envie, une passion en tête et qui n'osent pas encore franchir le pas et qui pourraient se décourager, contrairement à vous, qui avez tenu 25 ans avant d'arriver à votre Graal, à vous en tout cas? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qui n'écoutent pas trop les autres, qui soient déterminés. Non, mais là, il y a une volonté, il y a un chemin. Mon père avait une jolie expression, en fait 2 jolies expressions que j'aimerais partager avec Jeanne. La première, c'était ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Et j'ai souvent pensé ça, quand il y a un choix à faire, voilà, il faut souvent faire le choix difficile. Et la deuxième expression, il disait on n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand c'est terminé. Et c'est ce que j'ai envie de leur dire. Voilà, on n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand c'est terminé. Donc allez jusqu'au bout de vos passions et de votre détermination. Et heureusement que dans la vie on est porté par les passions. Et enfin, qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? La passion. Je crois que je suis quelqu'un de passionné. Le jour où cette lumière s'éteindra, j'arrêterai. Mais pour le moment, elle s'est pas encore éteinte. Donc je continue avec ardeur et détermination. Merci beaucoup Pierre, merci pour votre temps et votre partage. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je retiens de cet épisode une sincérité et une authenticité dans son partage. Parfois apprécié, parfois détesté, il poursuit son chemin pour préparer Bordeaux à mieux vivre face aux enjeux de demain et notamment aux enjeux climatiques. Je suis ravi de l'avoir reçu sur le Pompon et d'avoir essayé de mieux comprendre celui qui, après 25 années dans l'opposition, est devenu maire de Bordeaux il y a 3 ans. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée. Cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, essayez de revenir à un peu plus de sobriété. Vous verrez, ça rend heureux et prenez soin de vous. À très vite!